Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui à nouveau en compagnie de Stéphane. On va vous parler d'un sujet assez intéressant. C'est tombé le 12 juin, l'annulation de la dernière étape du Grand Slam Track à Los Angeles. Alors oui, ça fait déjà presque une semaine que l'information est tombée, mais nous de notre côté, on a voulu chercher vraiment les raisons de cette annulation. On est allé au plus profond, on a mené l'enquête pour vous. Alors pour tout savoir, installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Allez, avant l'autopsie de cette annulation, un petit rappel du contexte. Organisé par Michael Johnson, c'était 4 étapes du circuit Grand Slam Track, un circuit qui était en dehors du circuit officiel. C'était vraiment ce que voulait Michael Johnson, c'était dynamiser l'athlétisme, professionnaliser l'athlétisme. Ça, c'est ses paroles à lui. 4 meetings, 4 étapes étaient organisées: Kingston, Miami, Philadelphie et Los Angeles. On le sait, Los Angeles n'aura pas lieu fin juin. Pour rappel, ce circuit-là, c'était uniquement des courses avec un énorme prize money de 12 millions de dollars de budget sur ces 4 étapes du Grand Slam Track. 48 racers et 48 challengers étaient annoncés. 48 racers, c'est des athlètes qui étaient titulaires sous contrat du Grand Slam Track, et des challengers qui étaient là pour les défier, pour faire un peu des battles, des challenges un peu, et ça s'est pas super bien passé. On va revenir là-dessus. Mais franchement, moi, je suis très déçu par cette annulation. Je m'y attendais pas vraiment, franchement. On sait que les raisons financières, et on va tout vous décrypter, sont principal frein à l'organisation de ce dernier meeting à Los Angeles. Mais franchement, très déçu. Je pense qu'Alex, tu me rejoins là-dessus. On s'y attendait pas forcément. Ouais, très très déçu. On était curieux, enthousiastes avant la première étape à Kingston. On avait été un petit peu déçus déjà à l'époque à Kingston. À Miami, ça s'était un peu mieux passé. On avait trouvé un petit peu de l'engouement. Il y avait eu des performances. Donc de suite, quand il y a des performances, ben nous les fans, on est contents. Philadelphie, c'était sympa aussi, mais voilà, on sentait venir quand même le coup. Financièrement, c'est vraiment un gouffre financier, je pense, pour Michael Johnson et son organisation. Ils ont eu le mérite quand même de tenter quelque chose, de lancer quelque chose. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, ils avaient vraiment beaucoup de moyens, mais c'est quand même au final un manque de moyens qui fera que ben ils sont obligés d'annuler pour pas se mettre vraiment la corde autour du cou et être capable de faire un pas en arrière, annuler Los Angeles en 2025, pour certainement rebondir et repartir 3 pas en avant pour 2026. Alors, effectivement, on a eu des petites informations, notamment sur les primes d'apparition pour les athlètes. Ça, c'est des choses qui étaient restées un petit peu secrètes, j'ai l'impression. Mais voilà, en cherchant bien, on trouve des informations. Les primes d'apparition pour des athlètes comme Noah Lyles qui ont été proposées, Sha'Carri Richardson, donc eux, ils l'ont refusé, hein, mais il leur a été proposé 40 000 euros, 40 000 dollars de primes d'apparition, ce qui en soi est pas beaucoup. Ça paraît beaucoup, mais pour des champions olympiques du 100 mètres, du médaillé olympique du 200 mètres, Sha'Carri Richardson vice-championne olympique du 200 mètres, c'est vraiment pas suffisant. Ils se sentent pas respectés avec ce genre de primes d'apparition. On parle bien de juste pour venir. Pour exemple, à l'âge d'or de l'athlétisme dans les années 2000, entre 2009 et 2017, on va dire, à l'époque de d'Usain Bolt, c'était vraiment l'âge d'or. Il y avait vraiment beaucoup plus de moyens qu'à l'heure actuelle aussi, faut en être conscient, mais Usain Bolt, il prenait pour venir faire un 100 mètres en meeting entre 250 et 500 000 dollars. Donc ça n'a rien à voir. Et moi je comprends un mec qui a un ego surdimensionné comme Noah Lyles. On lui propose 40 000 dollars pour venir faire une compétition n'a aucune référence, parce qu'à la base, on n'a aucune référence. On savait pas que ça pouvait être sympa, ce grand slam track. Et c'est normal qu'il ait refusé. Donc, je pense qu'eux, ils ont tous, les gros stars, ils ont attendu pour voir comment ça se passait. Et bah, voilà, les moyens, il va falloir encore de plus gros moyens pour l'année prochaine. Pour information, à l'heure actuelle, Duplantis sur des gros meetings comme Zurich, Monaco ou Bruxelles, qui ont des gros moyens, c'est un gars qui prend entre 100 et 200 000 euros par meeting pour venir sauter. Donc Noah là, il se dit, ben Duplantis, il prend 150, 200 000 euros, ben moi je veux prendre la même chose. Je suis plus connu que lui, je suis meilleur que lui, on connaît son ego. Donc voilà, on comprend un petit peu les raisons de pourquoi toutes les stars avec de gros égos n'étaient pas présentes, et ça, moi je trouve que ça valorise encore plus
la star qui était présente sur le Grand Slam Track, Sydney McLaughlin, qui elle l'a fait pour l'athlétisme, pour perfer, pour s'entraîner, et c'était quand même une belle chose. Non, complètement. Pour un petit retour sur les résultats de ces trois étapes, on devait en avoir quatre. Pour rappel, c'est Los Angeles qui a été annulé, Kingston, Miami, Philadelphie. Ça s'est quand même globalement bien passé. En termes de résultats, avant de continuer l'autopsie un peu de cette crise, ce crash complet financier de Michael Johnson, les résultats des trois premières étapes ont été quand même vachement intéressants. Pour moi, Kenny Bednarek, c'est celui qui a marqué les esprits au Grand Slam Track. Il réussit l'exploit de gagner 6 courses sur 6. Donc vous vous rappelez, c'était un contexte avec 2 courses par étape, par meeting. Kenny Bednarek, lui, était sur le circuit court du sprint court 100-200. Il a gagné 6 courses sur 6, avec notamment des très grosses performances sur 100 et sur 200 mètres. Melissa Jefferson, quant à elle, c'est 5 courses sur 6 de remporter. Pour moi, c'est les 2 meilleurs athlètes du Grand Slam Track. Ils ont été d'ailleurs élus Grand Slam champion sur 3 éditions au lieu de 4. Donc ça, c'est assez sympa, tous les classements qui ont été faits. Ces 2 athlètes-là, pour moi, ils ont marqué les esprits sur le Grand Slam Track. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quels vont être en fait leur schéma, leur programmation pour les courses suivantes? Ça va être aussi des questions qu'il va falloir se poser. Et pour moi, la révélation, c'est Jacori Patterson à Miami, 43,98, le livreur d'UPS, qui n'est plus livreur UPS, 43,98 aux 400 mètres. Pour lui, ça a été le tremplin phénoménal de sa carrière. Et pour moi, c'est la révélation. Alex, toi aussi? Bah ouais, carrément, on peut pas parler d'une autre personne pour la révélation de l'année au Grand Slam Track, c'est forcément Patterson, et en fait ça met en avant le fait que ce circuit, le Grand Slam Track cette année, il aura été vraiment intéressant pour les athlètes entre guillemets de seconde zone. Il n'y avait pas de grande star à part McLaughlin, parce que même Bednarek, qui est quand même double vice-champion olympique du 200 mètres, on peut pas estimer que c'est une très grande star. Il est pas ultra connu, c'est pas le mec qui fait le plus parler de lui, mais là cette année c'est sûr qu'il a su se servir du Grand Slam Track comme tremplin pour vraiment faire des grosses performances dans un premier temps et faire parler de lui, gagner de l'argent. Melissa Jefferson Wooden, c'est pareil, c'est une fille qui est 3e des JO de Paris sur 100 mètres, très bien, mais on se souvient de Julian Alfred parce que c'est la championne olympique, on se souvient de Sha'Carri Richardson parce que c'est un personnage même en dehors de l'athlétisme, mais Melissa Jefferson, personne la connaît, en tout cas en Europe, et même aux États-Unis, elle est noyée dans la masse en fait. Et grâce à ce circuit, elle a réussi un petit peu à se révéler. Et donc c'est ça qui était aussi intéressant. Nous, on aime voir des talents se révéler. Et là, on a pris du plaisir de ce côté-là. Mais il nous manquait les stars, les grandes stars. Et c'est vrai que la plus grande star, on en a déjà parlé, on l'a déjà dit, c'est Sydney McLaughlin. D'ailleurs, c'est elle qui, sur le Grand Slam Track, a marqué le plus de points à la table hongroise avec une performance. C'est-à-dire que sur son 400 mètres haies, elle a fait 52,07, ce qui est toujours la World Lead, et ça marque 1266 points à la table hongroise. C'est une très belle performance. Nul doute qu'elle va ressortir en compétition, qu'elle va faire mieux et qu'elle sera en très grande forme à Tokyo. Mais voilà, c'était la seule, entre guillemets, la seule vraie grande star de ce Grand Slam Track. Non, complètement. Mais Sydney McLaughlin a joué le jeu depuis le début. Elle s'est alignée sur ses épreuves à Kingston et à Miami. À Philadelphie, elle s'est dit, OK, je vais aller challenger un peu les racers. Avec les filles qui font le 100 mètres et le 100 mètres et ça s'est plutôt bien passé pour elle, mais elle a joué le jeu à fond, et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Par contre, le fait de pouvoir courir sur d'autres épreuves qui sont pas forcément les siennes, il y a à noter quand même aux États-Unis une performance exceptionnelle de Masai Russell à Miami, au stade Miramar. On vous l'avait présenté, ce stadium assez exceptionnel, un champ de patates comme Alex l'avait exprimé. 12 secondes 17 sur 100 mètres et c'est le record des États-Unis. C'est le seul record national, si je dis pas de bêtises, sur le Grand Slam Track. Record des États-Unis, il fallait le battre. Elle a fait 12-17 avec plus 2,0 devant. Et notre meilleur Français représenté au Grand Slam Track, c'était Sacha Zoya. Et pourquoi je dis c'était, c'est parce qu'il a fait que 2 éditions. Il a fait Kingston et Miami. À Kingston, il nous avait régalé en remportant le 100 mètres. Grand Slam champion, et franchement,
C'est dommage qu'il ait pas pu se présenter à Philadelphie. Ouais, il avait fait un très beau début de saison, Sacha, avec victoire à Kingston sur le groupe d'épreuves 100 mètres, 110 mètres haies. À Miami, il s'était fait battre par Trey Cunningham, mais il avait quand même fait une très belle course avec 13,06. Si je dis pas de bêtises, c'est la quatrième perf mondiale de la saison et la première performance européenne de la saison. Donc voilà, il a fait un début de saison tonitruant, Sacha Zoya. Il était rattrapé un petit peu par des pépins physiques, des soucis au tendon d'Achille qui sont assez récurrents chez lui. Donc là, il est en train de se soigner. On le voit sur ses réseaux sociaux. Il a un peu repris des choses, des petites gammes techniques sur l'herbe à l'INSEP. Donc on espère qu'il va se préparer sereinement pour. Lui, il faut qu'il soit performant au championnat de France élite pour gagner sa place pour Tokyo. Maintenant, c'est son objectif, c'est d'être performant là-bas aux élites qui seront à Talence cette année au début du mois d'août. Et ouais, les autres Français, hein, on attendait un petit peu Clément Ducot. Il s'est blessé à la première édition à Kingston. Il est revenu à Philadelphie pour la troisième édition du GST cette année, mais c'était pas encore flamboyant pour Clément Ducot. On espère qu'il est sur la pente ascendante, que les soucis physiques sont derrière lui et qu'il va vraiment monter en puissance jusqu'aux élites lui aussi. Et il y avait Sirena Samba-Mayela qui est le gros flop de l'année côté français au GST, mais même plus largement, c'est la vice-championne olympique du 100 mètres haies, c'est la seule médaillée française des Jeux olympiques en athlétisme à Paris en 2024. Et en fait, elle s'est présentée à Kingston, elle a eu une petite alerte physique à l'échauffement, et ensuite elle est revenue sur une autre étape du GST, et elle s'est déchiré le mollet, pareil à l'échauffement juste avant la course. Donc elle est à l'heure actuelle encore en rééducation. Elle a fait toute sa rééducation à Clairefontaine, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là, on espère pour elle, pareil, qu'elle revienne le mieux possible, le plus vite possible, le plus sereinement possible, pour elle aussi être en forme au championnat de France Elite. Donc c'est là qu'on voit que quand même les athlètes français qui ont participé au Grand Slam Track, les trois, pardon, ils ont eu des soucis physiques, donc c'était peut-être un petit peu contraignant, un petit peu dur pour les athlètes français. Sacha Zoya s'est tapé les décalages horaires quand même, donc c'est pas évident. Voilà. Et franchement, c'est assez contrasté comme bilan côté français parce que certes, Sacha Zoya a brillé, mais maintenant il est un petit peu blessé et les deux autres sont carrément blessés et n'ont même pas pu briller et s'exprimer concrètement. Donc assez compliqué pour les Français le Grand Slam Track. Et n'oublions pas Willem Bellossien aussi qui avait participé à Miami, 13,47 sur 110 mètres haies. Il avait fait le gros déplacement, il s'était pas aligné sur 100 mètres. Donc les Français, c'est vrai qu'un bilan un peu mitigé. Bon, on rentre dans le vif du sujet avec les raisons. On va essayer en tout cas d'analyser les causes de l'annulation de ce Grand Slam Track parce que nous, ça nous tenait à cœur de faire le point avec vous sur ce qui s'était passé. On s'est quand même régalé 3 éditions. On n'a pas trop compris pourquoi la 4e édition n'a pas eu lieu, mais en fait, quand on fait l'analyse, on se dit ok, c'était presque annoncé. Ce crash boursier financier avait été annoncé en fait depuis le début. C'est un budget colossal de 12 millions de dollars qui avait été investi par plusieurs partenaires, mais des petits partenaires. Donc il y a des fonds d'investisseurs qui se sont mobilisés pour obtenir ces 12 millions de dollars. 4 petits sponsors. Quand je dis 4 petits sponsors, c'est des sponsors qu'on connaît très peu nous en France, en Europe, mais même des sponsors qui sont pas connus aux États-Unis, très peu en tout cas. Il y a l'Office de tourisme de Jamaïque qui a sponsorisé forcément l'édition de Kingston. On a un partenaire officiel de nourriture pour chiens, Nulo, très peu connu. J'ai regardé leurs statistiques et même leur bilan financier, c'est un petit sponsor. On a un fabricant de pistes, Recortan, qui a fabriqué des pistes de très haut niveau et notamment celle de Kingston, et on a un partenaire d'hydratation avec très peu d'engagement d'influenceurs qui le soutiennent, très peu de followers même sur les réseaux sociaux, avec 15 000 followers sur Instagram. C'est des petits sponsors. Donc déjà, quand on se lance avec 12 millions de dollars d'investissement et qu'on n'a que 4 petits sponsors, c'est très dur d'avoir un retour sur investissement. Ça, c'est une des premières raisons, à mon avis, d'un échec financier. Ouais, ça c'est sûr, c'est la première raison. Ensuite, je pense qu'ils espéraient créer un engouement autour de leur ligue et peut-être attraper d'autres sponsors en cours de saison, ce qui à mon avis a été un peu compliqué vu que la première édition, tribune vide. Kingston, tribune vide. Donc t'es un sponsor. Tu te dis, allez, je suis un peu intéressé, c'est intéressant ce truc, je vais attendre. J'attends pour miser. Je regarde la première édition à Kingston, tribune vide. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir vendre si les tribunes sont vides? Au-delà des tribunes vides, il y avait les droits TV. Ils avaient réussi à vendre quand même dans beaucoup de pays. Je crois que c'était 189 pays les droits TV. Donc assez intéressant, mais à des prix
ridicule, et surtout les audiences sont nulles. Il y avait une audience moyenne de 240 000 spectateurs aux États-Unis, sur un pays où ils sont des millions et des millions. C'est pas comme en France. 240 000 en France, ça serait bien. C'est pas si mal, surtout aux horaires où avaient lieu les compétitions. C'était un petit peu en soirée nocturne. Bref, ça aurait pu être intéressant. Mais 240 000 spectateurs aux États-Unis, c'est vraiment peanuts. Et comparé à une Diamond League, par exemple, c'est 1,2 million aux États-Unis les audiences TV. Donc voilà, ils ont, à mon avis, ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. Mais en même temps, quelque part, j'ai envie de dire, il faut se lancer des fois. Il faut pas avoir peur d'avoir de l'ambition. Et je pense que c'est le caractère de Michael Johnson. Il s'est lancé dans l'aventure. Il s'est dit, ok, je suis prêt à essuyer les plâtres. Là, il essuie un petit peu un gros plâtre en cette fin de saison, mais voilà, faudra voir ce que ça peut donner pour la suite. On sait aussi que à Los Angeles, c'était assez compliqué par rapport à des différends avec la ville qui demandait énormément d'argent. Comment dire, le contexte local était assez compliqué avec UCLA, qui est l'université de Los Angeles. Donc c'est un peu aussi les raisons de l'annulation, parce qu'en fait l'organisation, ils allaient perdre 2 à 3 millions de dollars rien que sur ce meeting. Donc, donc en fait, juste l'annulation fait économiser aussi 3 millions de dollars. Ça fait une économie de 6 millions de dollars au final. Et c'est pas négligeable pour faire un pas en arrière ou un pas de côté et se relancer en 2026. Non, complètement. C'est très malin de sa part, à mon avis. Il a évité l'hémorragie vraiment d'un crash. Mais par contre, pour revenir sur les ventes de billets, moi, j'ai pas trop compris en fait. J'ai pas trop compris parce que les billets étaient très peu chers. On parle de 5, 10 ou 15 dollars, sauf dans les VIP ou très proches de la ligne d'arrivée. On sait que ça coûte un peu plus cher parce que la localisation sur le stade est plus intéressante pour les spectateurs. Mais on parle de 10 dollars. 10 dollars, c'est pas grand chose. C'est vraiment pas beaucoup pour un show qui devait être un show à l'américaine avec un spectacle fabuleux. C'est peut-être ce qui a cloché aussi. En Jamaïque, le stade était complètement vide, alors qu'à Miami, le stade était plein parce qu'il était beaucoup plus petit. C'était un stade vraiment avec très très peu de spectateurs, 3 à 4 000 maximum, alors que Jamaïque, c'était beaucoup plus important. Mais à 10 dollars, j'ai pas compris pourquoi les passionnés ne se sont pas réunis. Peut-être tout simplement parce que aux États-Unis, je parle pour les États-Unis et pas la Jamaïque, il n'y a pas suffisamment de, comment on peut appeler ça, de fan zone aux États-Unis, ils appellent ça comme ça, de passionnés vraiment d'athlètes, et c'est peut-être ce qui manque. C'est pour ça aussi que le prévision de 2026, ce sera peut-être se rapprocher de l'Europe. Il y a un projet pour créer un circuit, enfin une étape à Londres, qui avait déjà été abordé et ça avait été refusé pour l'édition 2025, mais pourquoi pas en 2026. Juste pour revenir sur les causes de l'annulation, c'est aussi pour moi peut-être le fait d'avoir vendu trop du rêve aux athlètes. Je pense que les premiers lésés là à l'heure actuelle, ce sont les athlètes. Certains ont des budgets prévisionnels, hein, comme des entreprises. Ils vivent de leur corps, ils vivent de leur performance. Et je pense que certains ont pris beaucoup d'argent, ils sont très contents, mais d'autres se sont dit, je vais prendre beaucoup plus d'argent, je vais pas m'inscrire dans d'autres meetings. Et finalement, peut-être que là, ils se sentent un peu lésés. Ils ont peut-être pas compris la communication aussi de Michael Johnson qui avait été un peu bancal il y a quelques jours en envoyant juste un email puis une visio à la demande des athlètes pour s'expliquer. Il s'est tombé plutôt mal parce que c'était le lendemain ou le soir même de Oslo, si je dis pas de bêtises, Ouais, ouais. alors que certains athlètes avaient décidé de faire le Grand Slam Track pour pas aller à Oslo. Ils reçoivent un mail après Oslo, très bizarre tout ça. On sait aussi qu'il y a eu des clauses de non-concurrence pour certains athlètes. On le sait maintenant alors qu'on le pensait pas, et certains athlètes s'expriment maintenant en disant voilà, j'aurais pu peut-être aller à Oslo ou en Diamond League si j'avais su avant qu'une annonce officielle allait être faite pour annuler le Los Angeles. Ouais, c'est sûr que c'est une situation qui est assez compliquée pour l'organisateur, mais c'est sûr que les premiers lésés vont être les athlètes, comme tu le dis. Après, si on doit faire un petit peu un bilan en fait de ce que nous on était en droit d'attendre et de ce qui s'est passé exactement sur ces 3 éditions du Grand Slam Track. En vrai, si on doit regarder, la première chose que nous spectateurs on attend et que les athlètes eux ils attendent, c'est faire des perfs sur une compétition d'athlétisme. Après, tout ce qu'il y a autour, c'est du bonus, mais l'important, c'est d'être mis dans de bonnes conditions pour faire des perfs et faire valoriser leur image. Et alors, Kingston, ça avait mal débuté parce qu'ils n'ont pas mis les athlètes dans les bonnes conditions, en tout cas pour les courses de sprint. Il y avait beaucoup de vent et ils ont couru vent de face, donc c'était assez
assez dur pour les athlètes, assez dur pour le spectateur aussi, parce que nous on voyait des perfs et on se disait bon bah c'est pas terrible, même si il faut toujours relativiser les performances en fonction du vent. C'est toujours plus intéressant de voir une course de 100 mètres avec plus 2 mètres de vent dans le dos, même plus 2 mètres 5 à la rigueur. On s'en fout s'il y a un peu trop de vent, ça fait du spectacle, plutôt qu'avec moins 2 ou moins 2,5, parce que là on se dit bon bah c'est un peu nul. C'est notre cerveau qui est formaté comme ça, nous, suiveurs de l'athlétisme. Et malheureusement, ça mettait pas en avant les athlètes à Kingston. Alors après, à Miami, ça a été totalement l'inverse. Et ça, c'était parfait. On s'est régalé. Donc franchement, il y a eu des perfs. Et il y a eu des perfs, que ce soit à Miami ou à Philadelphie. C'était vraiment sympa. On s'est régalé en termes de performance sur le sprint. Et sur le tour de piste, le 400 mètres, c'était sympa. Le 400 mètres c'était bien. Mais alors, dès que c'était du demi-fond, le format était vraiment ennuyeux. On en a déjà un peu parlé sur les débriefs qu'on a fait sur les étapes du Grand Slam Track de Kingston, de Miami et de Philadelphie. Mais franchement, le demi-fond, faut qu'ils revoient leur copie. D'ailleurs, à Philadelphie, ils avaient annulé une course pour ne faire qu'une seule course sur le demi-fond long parce que c'était ennuyant. Il y a pas de lièvre. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Il y a pas de wave light. Franchement, c'était too much. Il est retombé 15 ans en arrière, Michael Johnson. Là. Non, je suis plutôt d'accord. Par contre, les perfs en sprint, moi, je me suis régalé, très déçu après Kingston. On s'est dit, ok, ça va être une compète juste pour montrer des athlètes, mais il y aura pas de perf. À Miami, c'était exceptionnel. Enfin, on se souvient quand même d'un 12-17 sur les, on se souvient d'un 10-73, on se souvient de 10-75 sur 100 mètres femmes, on se souvient d'un 9-86 ou 9,84. Franchement, de Kenny Menarek, c'était fou. C'était fou ce qui s'est passé à cette compète-là, mais ça faisait plus compète, j'ai envie de dire, universitaire Ouais. qu'un énorme show, comme on pourrait voir un tout petit peu à la Diamond League. Là aussi, il faut que Michael Johnson se recentre sur ce qu'il veut vraiment. On peut vite fait parler des stades. Moi, je me suis régalé de voir ces stades parce qu'on a vu 3 stades différents. On a vu Kingston, un stade vraiment à la jamaïcaine, aux couleurs du pays. C'était magnifique. Avec vraiment des spectateurs qui applaudissaient, qui encourageaient. Il n'y en avait pas assez, mais il y avait quand même, allez, du show à la jamaïcaine. J'ai trouvé ça exceptionnel. À Miami, j'ai trouvé ça exceptionnel, ce stade tout petit, un peu champêtre, avec des perfs. On savait, et les athlètes savaient que s'ils venaient, ils avaient vent de dos, c'était performant. Donc là aussi, un deuxième stade qui était l'opposé de la Jamaïque, mais très intéressant de voir ce stade-là. Troisième stade, bourré d'histoires, des histoires de fou avec Jesse Owen sur ce stade-là qui a foulé la piste, pas la même piste, mais la piste d'il y a quelques années. Philadelphie, magnifique. Donc en fait, Michael Johnson, il a réussi à avoir 3 stades différents, très intéressants pour les athlètes et pour les diffusions de TV. Mais par contre, la diffusion de télé n'était pas à la hauteur de ce que moi j'attendais, avec un show qui était un peu mitigé. Moi, je m'attendais à avoir des avions, je m'attendais à avoir du feu d'artifice, je m'attendais à avoir des incrustations de télé un peu plus intéressantes. Finalement, j'ai pas eu ça, et là, pour moi, le bilan, il a été mitigé. Ouais, tu l'as dit. En plus, on l'avait souligné sur l'épreuve de Kingston. Il n'y avait même pas le vent sur les Ouais, courses de sprint. ouais, Il y avait des fois, on n'avait même pas les temps de passage. Il y avait même pas les chronos qui étaient affichés. ouais. Des fois, on était obligé d'aller sur le site internet pour trouver les résultats. Franchement, ils se sont vraiment cherchés. Mais encore une fois, c'est un lancement. Il fallait prendre le risque de se lancer. Ils ont été capables quand même un petit peu de progresser au fur et à mesure et de s'adapter. Et ça, c'était quand même assez intéressant. Malheureusement, ils n'auront pas pu aller au bout de tout ce qu'ils voulaient faire et il n'y aura pas l'épreuve de Los Angeles, mais ils ont quand même progressé et on peut espérer que là, avec 6, 8, 10 mois de travail devant eux pour vraiment reproposer quelque chose d'intéressant, l'année prochaine, moi en tout cas, si ça revient l'année prochaine, j'attends de voir vraiment quelque chose qui aura upgradé, qui sera vraiment beaucoup mieux d'un point de vue télévisuel, d'un point de vue show, d'un point de vue de tout ce qu'on peut mettre autour de la performance. Notamment, il avait vendu Michael Johnson que lui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il mettait pas de lièvre et pas de wavelight, il voulait des duels et il voulait faire une narration des duels, il voulait qu'il y ait des histoires autour des athlètes, des confrontations, tout ça. On a vu, il a essayé de faire des mini-reportages un petit peu avant chaque épreuve sur un athlète, un petit focus pour faire parler de lui. Alors c'était intéressant, mais franchement, c'était encore une fois, il effleurait le sujet, je trouve. On rentrait pas vraiment dans la profondeur. Donc j'espère que ça aussi, ça va progresser. Et, et ce qui manque, ce qui a le plus manqué, ce que nous on attendait le plus quand on a entendu parler du Grand Slam Track, c'était des grandes stars. Et on a eu McLaughlin. Alors McLaughlin, c'est une grande star, il n'y a pas de souci. On l'adore.
comment dire, elle va très vite, c'est une athlète ultra performante. En dehors de la piste, elle a un charisme et un aura hyper intéressant. Voilà, la définition d'une star. McLaughlin, ça colle, il y a pas de souci. Mais c'était la seule. Franchement, c'était la seule. Parce que même, on en a parlé tout à l'heure, Bednarek, pour moi, c'est pas une star. Dos Santos, il a beau être champion du monde du 4H, c'est pas une star. C'est les stars, c'est Warhol, et même Ray Benjamin. C'est pour moi, c'est pas encore une vraie star. Ray Benjamin, il fait pas assez parler de lui. Pourtant, quand il est sur la piste, il va vite. Mais voilà, les stars, c'est quelque chose. Elles ont quelque chose d'autre. Voilà, il y avait pas Noah Lyles, il y avait pas Sha'Carri Richardson, il y avait pas Duplantis, normal, il y avait pas de concours. Mais voilà, il y a des choses vraiment à construire autour de ça. Et avec Stéphane, on va aussi faire des petits conseils pour Michael Johnson. On sait qu'il nous écoute vraiment très attentivement, et franchement, nous, il faut qu'on lui donne des conseils. Et vous qui nous écoutez, dites-nous ce que vous garderiez dans ce qui a été fait, et ce que vous changeriez, et ce qui est améliorable, ce qui vous ferait plaisir de voir, parce qu'au final, les gens qui doivent être touchés, c'est vous, c'est nous, c'est les spectateurs, les téléspectateurs, les fans d'athlétisme. Je suis complètement d'accord. Le bilan, il est mitigé, mais quand même, on le ressouligne avant de passer au conseil, Alex. C'est super d'avoir organisé ça. Aucun autre ancien athlète de très très haut niveau, champion ou même investisseur, n'a réussi, je vous le dis, à essayer en tout cas de faire ce qu'il fait là. Donc ça, il faut le souligner, et c'est exceptionnel. Je pense que les athlètes ont été ravis. Sur les petits conseils en tout cas qu'on peut redire, moi je mettrais en un le véritable show à l'américaine. Pour moi, j'ai pas vu ça, je vous l'ai dit il y a quelques secondes, il nous faudrait un vrai show à l'américaine avec des diffusions télé vraiment de très très haut niveau. Pour moi, en deux, ce que j'ai envie de donner comme conseil, c'est peut-être de faire plus de shows et des exhibitions. Ça va avec, quand je dis exhibition, c'est qu'à l'époque, Michael Johnson courait un 150 mètres. Ça existe. On faisait des exhibitions coureur contre coureur à 150 mètres. Ça peut être des courses à l'australienne. Une course à l'australienne, ça veut dire que chaque tour ou chaque 300 mètres a un éliminé. Alors évidemment, c'est long, mais ça fait du show. Et ce show-là, c'est ce qui nous a manqué. On pouvait même imaginer des relais entre racers et challengers sur la dernière étape de Los Angeles. Peut-être des relais mixtes, on sait pas. Tout était possible à faire, et ça, c'était vraiment du show, du show, du show, et c'est ce qu'on attendait. Pour moi, c'était vraiment ce qui nous manquait. Il nous a vendu du rêve en se disant, vous venez aux États-Unis, vous allez voir ce qui va se passer. Nous, on s'est organisé comme le Super Bowl. J'ai pas vu un dixième du Super Bowl sur les 3 éditions. Ouais, donc ça, c'était le côté un peu chaud. Je suis d'accord avec toi. Il faut que ça progresse là-dessus. Après, il va y avoir le côté performance. On en a parlé. C'était quand même bien. Mais il faut vraiment mettre les athlètes dans les meilleures conditions. À Kingston, pour moi, on aurait dû tourner la piste, les mettre vent dans le dos, même si je sais que les captations TV, ils aiment pas trop, ça les met un petit peu dans la merde de devoir tourner. Visuellement, c'est peut-être moins sympa, on a moins l'habitude de voir les images à l'envers. Mais franchement, faut penser aux athlètes. Et si les athlètes perfent, les spectateurs sont contents, tout le monde est content. Donc peu importe si on regarde un 100 mètres de la gauche vers la droite, si on le regarde de la droite vers la gauche, c'est quand même un 100 mètres. Il y a quand même un chrono. On voit quand même les athlètes courir. Et s'ils font des bonnes performances, tout le monde sera content. Donc là, on a parlé des performances, on a parlé aussi de la captation TV. Il y a vraiment des choses à améliorer. Mais ça, ce qui est très bien, c'est que maintenant ils ont une base et ils peuvent travailler dessus. Donc ça, c'est super intéressant pour eux. C'est beaucoup plus facile maintenant qu'ils ont, voilà, ils ont posé quelque chose. Voilà, ça a le mérite d'exister. Et maintenant, ils vont pouvoir développer beaucoup de choses autour de ça. Et je pense qu'ils avaient quand même des belles équipes pour travailler autour de ça. Et ça va prendre du temps, mais ça va donner quelque chose de super intéressant si ça revient l'année prochaine, j'en suis sûr. Et vraiment, le dernier conseil qu'on va donner à Michael Johnson, mais ça, c'est un conseil un petit peu pourri parce qu'il le sait, il faut qu'il ait de l'argent. Il faut qu'il ait beaucoup plus de sponsors. Il faut qu'il aille vraiment taper fort sur les sponsors. Alors, Kingston, ça lui a fait du mal. Miami, Philadelphie, je pense que ça a fait une belle redorer le blason un petit peu, mais le fait d'annuler la dernière étape pour des potentiels sponsors pour 2026, il va falloir être solide, il va falloir avoir les reins vraiment solides et assumer et assurer que ça va l'année prochaine ça va pas se reproduire, parce que là les sponsors qui se sont engagés, eh ben ils doivent pas être contents, ils ont perdu une opportunité de 25%, en tout cas 1 sur 4, ça fait 25% de visibilité en moins, donc faut vraiment qu'ils fassent un gros travail de marketing
parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et à l'athlétisme, on n'est pas encore, on a un sport amateur. Franchement, faut pas se cacher, faut pas se mentir. On est encore vraiment très amateur au niveau des organisations des meetings. La Diamond League, ils s'en sortent pas trop mal. Et encore, les meetings, ils galèrent pour boucler leur budget tous les ans. Hein. Faut pas se voiler la face. Et il faut de l'argent pour Michael Johnson. S'il veut accueillir un Noah Lyles, il va devoir lâcher des sommes à 6 chiffres. S'il veut accueillir Sha'Carri Richardson, il va falloir des sommes à 6 chiffres. Pareil pour Julian Alfred. Donc, il faut choper de la monnaie. La monnaie, la monnaie, la monnaie. Non, tu l'as dit. Par contre, j'espère sincèrement qu'en 2026, il n'y aura pas une baisse en tout cas des prize money, parce que dans ces cas-là, les athlètes ne vont même pas prendre la peine de venir. Ils ont connu 100 000 dollars pour le vainqueur de chaque étape. Ils ont connu 100 000 dollars. Vous écoutez bien, 100 000 dollars en Diamond League, c'est 10 à 20 000 dollars max. Alors on sait que les primes d'apparition, comme Alex vous a expliqué tout à l'heure un peu à la fin de l'intro, ça pouvait être négocié, mais la plupart des athlètes ont pris quand même 100 000 dollars. Donc c'est énorme. Si on les descend à 50 000, 40 000, il y en a peut-être qui vont dire, bah non, là je viens pas, il faut que tu me donnes une plus grosse prime d'apparition. Il y a aussi quand même une idée, c'est peut-être de faire une étape en Europe. On a vu très peu d'Européens venir aux États-Unis et être invités, alors qu'il y a quand même des stars. Il y a quand même des stars qui sont reconnues en Europe. Il y a des fan zones en Europe qui sont très très importantes. Et c'est l'entraîneur de Fenkable qui le disait, une Fenkable qui irait aux États-Unis, ça ferait déjà un peu plus de reconnaissance, un peu plus d'image. Donc pourquoi pas faire venir au contraire les États-Unis à Fenkable. Ça peut être aussi une des idées avec une étape potentiellement à Londres, c'est ce qui avait été annoncé. Pourquoi pas. Et après, moi, il y a un dernier point qui me fait un tout petit peu rigoler avec Michael Johnson, c'est qu'il a vendu du rêve à tous ces athlètes-là. Ils vont être lésés et j'espère qu'ils vont aussi choper des compensations, pas que des compensations financières, mais il va falloir qu'aussi eux arrivent à se remobiliser. Ils avaient un programme d'entraînement avec des planifications des meetings et j'espère que Michael Johnson va aider aussi à les faire re-rentrer dans des Diamond League, parce qu'on sait que la guéguerre entre Diamond League et Grand Slam Track, on pensait qu'elle n'existait pas, mais finalement elle existe. Ouais, forcément. Il y a de toute façon, c'est naturel, c'est humain de se mettre en confrontation des organisations comme ça. Mais j'ai eu une interview de Warholm qui disait que lui, il trouvait que c'était impossible d'avoir deux grosses ligues comme la Diamond League et le Grand Slam Track. Et il faudrait qu'à un moment donné, ça fusionne pour créer une ligue. Pareil, Laurent Meuvely, le coach de Femkeball, disait que ce qui serait intéressant, c'est pareil, de fusionner et surtout qu'il y ait moins de Diamond League, mais des Diamond League avec plus de moyens. Il faut arrêter de faire des Diamond League au rabais dans certains pays qui galèrent justement à boucler les budgets et qu'il faut, ben là, je crois que cette année, il y en a 16 ou 17 des Diamond, 15, je sais plus 15, ouais. exactement, ouais, 15. Et arriver à en faire peut-être que 8, 9, 10 maximum, mais avec beaucoup plus de moyens pour rivaliser avec le Grand Slam Track, peut-être aussi d'un point de vue financier. Donc voilà, il y a des pistes. C'est toujours facile de parler, de proposer. Beaucoup plus difficile d'agir concrètement et de faire des choses pour faire avancer les situations. Pour finir un peu ce podcast, on est allé chercher un peu des déclarations des athlètes qui étaient concernés de près ou de loin par le Grand Slam Track. Donc on a eu des déclarations d'athlètes qui n'ont pas participé, qui ont refusé de participer, à l'image de Noah Lyles par exemple, qui lui estime que sur le Grand Slam Track il y a un manque de visibilité, de marketing, mais il souhaite quand même que ça réussisse pour briser un peu cet amateurisme qui tourne autour de l'athlétisme. Lui, il a redit dans son podcast qu'il ne se sent pas respecté par les 40 000 euros de prime d'apparition. Voilà, c'est pas sa valeur et il veut pas se brader. Surtout que Michael Johnson lui avait parlé de ça avant les Jeux Olympiques. Alors depuis, il est devenu champion olympique du 100 mètres, donc le mec, il a un boulard encore pire qu'avant. Donc je pense que Noah Lyles, il va falloir lui proposer un gros paquet d'argent pour venir. Et par contre, il y a un mec comme Bednarek, lui, donc qui a participé au Grand Slam Track, qui a bénéficié un peu de toute la popularité qu'a pu dégager le Grand Slam Track pour lui. Lui, il dit qu'il est confiant pour la suite malgré l'annulation. Donc voilà, en même temps, il prêche pour sa paroisse. Hein, lui, il s'est servi de ça il a envie que ça continue parce qu'il a pris, il a pris quand même, il a pris 300 000 dollars plus certainement une petite prime d'apparition assez intéressante. Donc lui, il a pris beaucoup d'argent. Et ce qu'il disait surtout, et ça c'est intéressant, et le coach de Femkeball, Laurent Meuvely, en parlait aussi dans son interview, c'est qu'il s'est senti respecté par l'organisation, par l'organisateur, parce que ça voyageait en business.
Donc on sait que c'est quand même un coût pour l'organisation, hein, des voyages en business. Bon, eux, c'est des Américains qui sont aux États-Unis, donc c'est pas très grave. Mais un mec comme Sacha Zoya ou un Willem Bellossian qui sont venus de France pour aller courir aux États-Unis, ils ont voyagé en business, ça coûte ça coûte 8 000 euros le billet d'avion. Donc c'est un coût pour l'organisation si ça doit se répéter, faire venir de plus en plus d'Européens. Mais oui, voilà, il s'est senti respecté, mis dans les meilleures conditions. Par exemple, ils étaient un athlète par chambre à l'hôtel. Quand on sait qu'en Diamond League, souvent, ils sont en binôme, ils sont à deux par chambre pour un petit peu réduire les coûts. On vous le disait, hein, les organisateurs de Diamond League, ils galèrent pour boucler leur budget. C'est pour ça qu'ils mettent les athlètes à deux par chambre. Donc voilà, il y avait vraiment des choses qui ont été propulsées par le Grand Slam Track, qui sont allées dans le sens des athlètes. Et en tout cas, ces athlètes, ils se sont habitués à ça maintenant et ça va être dur de les sortir de ça. Ouais, mais j'ai quand même l'impression, tu vois, Alex, que seul Noah Lyles pourrait faire venir des gros sponsors. Je pense que sans lui, honnêtement, le GST pourrait s'effondrer. Il y a McLaughlin chez les fans, femmes évidemment, c'est exceptionnel, mais sans Noah Lyles avec son show à l'américaine et son show de sprint et du fait qu'il soit champion olympique avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, je vois pas. Je pense que c'est le seul en fait. Je pense que c'est le seul qui pourrait remonter la barre du GST, ou sinon il faudrait que tout le GST diminue un peu son budget et qu'on retrouve une compétition avec des jeunes. Ce que j'appelle des jeunes, c'est des jeunes à fort potentiel avec des challenges comme ça pour qu'il y ait vraiment des athlètes qui sortent du lot comme le Patterson au 400 mètres. On lui a laissé sa chance, ça a marché, mais sinon sans Lyles, moi j'y crois pas un instant. Bah, c'est à l'image de ce que faisait Usain Bolt à l'époque. Si les organisateurs de Meeting Diamond League étaient capables de lui filer 250, C'est 300, vrai. 400 000 ou 500 000 euros, c'est que derrière, il s'y retrouvait et Ouais. qu'il remplissait les stades. Il faisait augmenter le prix des droits TV. Parce que ça, mine de rien, c'est presque la plus grosse source d'argent que peut avoir. Si tu annonces que tu as Noah Lyles aux chaînes de télé américaines, bah peut-être que là, ils vont investir vraiment de l'argent sur ton truc, ils vont te faire des meilleures retransmissions TV, tout va devenir meilleur en fait. Donc je pense que tu as vraiment raison, ça peut être un bel investissement pour Michael Johnson de donner vraiment de l'argent à Noah Lyles et peut-être à une Sha'Carri Richardson aussi qui a vraiment une belle popularité, en tout cas aux États-Unis et même dans le monde entier maintenant. Non, c'est sûr. McLaughlin, en tout cas, elle a été quand même super ravie, très enthousiaste, c'est ce qu'elle le dit, à l'idée de participer à ce projet. Pour elle, ça a fait évoluer l'athlétisme dans le bon sens. Ça lui a permis aussi de travailler. On l'a vu qu'elle travaillait aussi sur 400 et elle n'a pas l'habitude de courir en un week-end ces deux épreuves-là. On l'a vu faire aussi à Philadelphie le 100 mètres et le 100 mètres haies. Donc c'est un très bel enchaînement. Mais Gatlin, lui, Justin Gatlin, l'ancien sprinter américain qui lui Dopé. est dopé évidemment, comme Michael Johnson peut-être, on sait pas trop. Non, mais estime que cet enchaînement-là, il a été quand même assez dur, qu'il y a eu un taux de blessure qui était assez important et plus important qu'en Diamond League. Ça, il faudra vérifier évidemment toutes les données qui ont été C'est vrai peut-être, hein. Moi, exprimées. Hein. comme Oui, c'est ça me possible. Hein. paraît possible parce qu'il y a quand même eu pas mal de blessures. Je me souviens sur 400 mètres, il y a un mec qui s'est arrêté dans la ligne droite Gardiner, je crois, hein, Steven Gardiner, ouais. ouais, sur Sirena Samba Clément Ducot. Malheureusement, les Français, Ouais. on est encore bien touchés par les blessures, mais il y en a eu quelques-unes et c'est vrai qu'en Diamond League, on en voit moins souvent, j'ai l'impression. Donc, alors qu'il y a plus d'étapes. Donc, c'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Après, l'enchaînement a été un peu dur. On sait qu'en Diamond League, c'est plutôt rare, quasiment jamais, d'enchaîner une série et une finale ou même deux courses en 2 jours. C'est très rare. En tout cas, les meetings qui le font ne le font plus. Ou sinon, c'est que en finale des Diamond League, un peu plus tard dans la saison en septembre. Mais Gatlin qui dit ça, c'est plutôt étonnant parce que lui aimait enchaîner les meetings, donc pourquoi pas. Et Kelly Hawkinson, l'anglaise, qui elle aussi a tâté un peu le terrain, a attendu pour voir. Elle trouve ça plutôt intéressant, mais moi je la vois mal se déplacer aux États-Unis pour faire ces meetings-là. Je pense qu'elle va attendre les Diamond League, j'en suis quasiment certain. Et c'est la plupart des Africaines stars, en tout cas kenyanes ou éthiopiennes, ougandaises ou botswanaises, qui n'ont pas fait les déplacements aussi au Grand Slam Track, alors que je pense qu'elles étaient peut-être invité, mais le demi-fond, on l'a dit, franchement, c'était mort, c'était chaos technique et il Ouais. aurait fallu vraiment une Kipyegon pour avec un record du monde ou une Chebet pour dynamiser tout ça, mais c'était pas le projet de Michael Johnson, donc franchement, le demi-fond, c'est à revoir complètement. Flop, le demi-fond, ouais. Mais écoutez, on a fait un peu le tour de tout ce qu'on voulait vous partager comme information concernant l'annulation de la dernière étape du Grand Slam Track. Et est-ce que le Grand Slam Track va survivre à cette annulation? Est-ce qu'ils vont se servir de cette
échec. On va parler d'un échec en 2025, même s'il y a quand même des choses positives à en tirer, ce qui vont devenir un gros truc, quelque chose qui va être vraiment, qui va prendre de l'ampleur en 2026? Ou est-ce que, comme le disait Stéphane tout à l'heure, s'il n'y a pas de grosses têtes d'affiche comme notamment Noah Lyles, ça va être amené à disparaître et ça aurait été un coup d'épée dans l'eau pour Michael Johnson, ce grand slam track. Dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager, à réagir avec nous sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok et tous nos réseaux sociaux. On lit tout ce que vous nous partagez et des fois c'est intéressant d'avoir vos avis parce que c'est riche de partager, d'échanger autour de l'athlétisme. Nous on va se retrouver très rapidement les amis parce que cette semaine vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la Diamond League de Paris-Charletti avec multitude de Français, des potentiels records de France, des potentiels records d'Europe peut-être, des gros athlètes internationaux également. Ray Benjamin sur 400 mètres qui va enchaîner après la performance incroyable qu'il a faite à Stockholm ce week-end. Voilà, nous on se dit à très bientôt les amis. Bonne semaine à vous. À bientôt.